On y va. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Escande, je suis éditorialiste au Monde et j'ai le plaisir d'animer ce matin cette conférence consacrée au blockchain. Ah, le blockchain, c'est le dernier refrain à la mode, celui qui fait vibrer le monde de la technologie et qui aimante les investisseurs audacieux en quête de la next big thing. Alors on nous promet parfois une révolution comparable à celle de l'Internet, mais pour les profanes, cette chaîne reste un mystère complet dont la seule concrétisation reste le Bitcoin et sa démente et effrayante spéculation. Alors, à quoi peut bien servir la blockchain ? Pourquoi tant d'agitation et de mobilisation? C'est ce que nous allons tenter d'apprendre ce matin avec nos invités. Alors, juste à côté de moi, Philippe Henry de la banque HSBC, patron du Global Banking de HSBC. À côté de lui, Joël Toledano, professeur d'économie à Dauphine. Puis Alice Labouze, fondatrice de la société de gestion Trecento. Et puis, à côté, Cyril Zimmermann, fondateur de la société AdHux. Et enfin, Clément Berger, Lefranc, start-upper et fondateur de la société Honest. Mais avant tout cela, bien sûr, l'indispensable mise en perspective par notre ami du Cercle des économistes, Valérie Mignon, professeur d'économie à l'Université de Nanterre et qui va, pour la première fois devant vos yeux, vous expliquer tout sur la blockchain. Valérie. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour ma voix. J'espère qu'elle va tenir. Alors, qu'est-ce que la blockchain et quels sont ses objectifs? Alors, concrètement, on peut faire remonter la naissance de la blockchain à octobre 2008, date à laquelle a été créée la monnaie virtuelle que l'on connaît tous, le Bitcoin. Alors la blockchain, c'est quoi? Eh bien, c'est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des informations de façon transparente et décentralisée. Il s'agit donc d'une base de données sécurisée, à l'abri de toute destruction, falsification ou modification, qui rassemble l'ensemble des transactions effectuées par ses utilisateurs depuis sa création. Donc concrètement, la blockchain consiste en un registre transparent, partagé et permanent qui de plus peut être programmé de sorte à exécuter de façon autonome les transactions. Donc quels sont les objectifs attendus? Eh bien c'est assez simple, une plus grande fluidité et rapidité dans les transactions, un renforcement de la sécurité, une amélioration de la transparence et une réduction des coûts de transaction. Alors ce dernier aspect, la réduction des coûts de transaction, est absolument fondamental. La blockchain permet en effet de s'affranchir des questions de temps et d'intermédiaire, puisque lorsqu'une transaction a lieu, eh bien, elle est immédiatement enregistrée sur toutes les bases de données concernées de façon simultanée. Donc la notification de l'ensemble des transactions s'effectue en même temps que les dites transactions, ce qui fait que la présence d'intermédiaires pour procéder au transfert des titres de propriété n'est plus nécessaire. Donc le règlement va être effectué immédiatement et en toute sécurité, et l'unicité, de même que l'authenticité des transactions, est absolument garantie. Alors, on va le voir aujourd'hui, le domaine de prédilection de la blockchain, évidemment, sans conteste, c'est la finance. Donc à ce jour, toutefois, seules quelques expérimentations ont eu lieu, notamment sur le Nasdaq pour les sociétés non cotées, la bourse australienne et puis par un consortium d'une quarantaine des plus grandes banques mondiales. Alors malgré son caractère que l'on peut encore qualifier d'embryonnaire, le système est très probablement amené à se développer et à grande échelle. Lors des dernières assises du financement participatif, Emmanuel Macron a en particulier annoncé l'expérimentation de la blockchain pour le financement participatif. Et on peut penser que si le succès est au rendez-vous, eh bien, le champ d'application du système pourrait être étendu, en particulier à la bourse parisienne. Alors, la finance ne constitue toutefois pas le seul champ d'application de la blockchain, on va le voir, loin s'en faut.
On peut penser à de domaines d'application multiples, en particulier le domaine de l'assurance, ça va de soi, le domaine de l'immobilier, le domaine de l'énergie. On peut penser qu'un particulier pourrait revendre l'énergie propre qu'il produit via ses panneaux solaires directement à un autre particulier sans passer par un intermédiaire. Alors, il y a également d'autres domaines. On peut penser au transport, télécommunications, la santé, enfin, etc. Un des domaines dans lesquels la blockchain suscite actuellement de nombreux débats et de nombreuses attentes, c'est celui du climat. L'idée, si je reste au stade de base, je dirais, l'idée consiste à construire un registre des émissions de gaz à effet de serre des usines basé sur la technologie blockchain. Toutes les émissions seraient ainsi enregistrées et mises à jour en permanence, en continu, de façon transparente et là encore sans falsification possible, ce qui permettrait de s'assurer du respect des engagements pris par les entreprises en faveur du climat. Alors, bon, on le voit, même si le champ d'application semble illimité et si la garantie de sécurité de la blockchain est systématiquement mise en avant, les risques, les limites et les défis ne doivent évidemment pas être occultés. Donc, outre le risque lié aux hackers, eh bien, la blockchain nécessite une évolution des pratiques et des mentalités, puisqu'elle revient à abandonner une longue tradition de gestion centralisée au profit d'un système décentralisé et surtout dépourvu de toute autorité de contrôle. Donc, l'adoption de la blockchain nécessite de faire face à de nombreux obstacles, notamment organisationnels, technologiques et institutionnels. Donc, on va débattre dans cette session de tous ces éléments, des enjeux, des objectifs et des risques de la blockchain. Je vais donc redonner la parole à Philippe. Je vous remercie. Merci Valérie. Alors, on va commencer tout de suite. Finalement, on va rentrer dans le concret tout de suite, puis après, on verra les implications que ça peut avoir à tous les niveaux. Donc, je voulais commencer par Alice Labouze. Bonjour à tous. Vous êtes une spécialiste des marchés financiers. Vous avez travaillé depuis longtemps dans ce domaine et vous avez créé une société de gestion d'actifs. Vous achetez des participations dans des sociétés, essentiellement dans le domaine du numérique. Donc, quand on est financier comme vous, à quoi peut bien servir la blockchain? Dites-nous concrètement. Bien volontiers. Alors, je vais peut-être me présenter un petit peu plus et puis volontiers vous expliquer les applicatifs parce qu'ils sont très importants évidemment dans le domaine, comme vous le disiez. Donc, je m'appelle Alice Labouze, j'ai fondé une société de gestion à Paris, agréée par l'autorité des marchés financiers. On investit en bourse sur des thèmes d'investissement. Nos spécialités, c'est d'être sur des thèmes innovants. Donc, on investit dans la santé, on a un fonds sur la santé, dans la robotique. Et depuis à peu près 2 ans, j'ai créé une petite équipe qui a réfléchi sur comment est-ce qu'on peut améliorer les relations avec nos clients qui sont plutôt des institutionnels ou des family office. Comment est-ce qu'on peut améliorer nos relations avec nos clients grâce à la technologie blockchain? Et on peut les améliorer, puisque là, c'est un vrai applicatif. Donc, on va bientôt pouvoir, online, acheter des parts de fonds, ce qui est très nouveau, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut passer par sa banque, donc par un intermédiaire. Le client va pouvoir avoir son KYC intégré, c'est-à-dire ses données intégrées. Il devient, on en parlait, mais un homo numericus, presque, c'est-à-dire qu'il va porter sa propre identité sur la blockchain, et donc il va pouvoir souscrire à des fonds et faire un certain nombre d'opérations. Et puis, il va y avoir les systèmes de live report, c'est-à-dire que le client va pouvoir à tout instant savoir où est sa participation, c'est-à-dire combien d'argent il gagne ou il perd éventuellement en ayant investi dans un fonds ou dans un actif. Et bien entendu, ça va réduire les temps de transaction, de souscription et de rachat des fonds. Jusqu'à maintenant, vos clients, par exemple, ils sont obligés de passer par une banque ou Tout à fait, ils sont obligés de passer par un intermédiaire, c'est-à-dire par un dépositaire. Et d'ailleurs, quand on a une souscription, c'est-à-dire quand on a un client qui achète une part de fonds, on a le nom du dépositaire. Et donc, c'est assez long à mettre en place. Mais nous, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'à force de travailler sur ce thème, on s'est aussi rendu compte que c'était un vrai thème d'investissement. Et qu'en réalité, énormément d'investisseurs avaient envie de bénéficier de la croissance à long terme de cette technologie et donc de ce thème, mais avaient peu d'opportunités pour le faire. Donc en fait, nous créons une seconde société de gestion, donc Trecento Blockchain Capital, en Suisse, qui a vocation à offrir une offre à 360 degrés pour les gens qui veulent investir sur la thématique blockchain. Donc on est en train d'être régulé, puisque l'objectif, c'est d'être une vraie porte d'entrée
pour le monde traditionnel en investissant sur cette thématique. Et pour financer cette entreprise, on met évidemment de l'argent sur la table, mais en plus, nous lançons notre propre crypto-monnaie. Donc nous faisons une ICO, Initial Coin Offering, dont j'aurai plaisir à vous donner une définition et une explication si vous le souhaitez. Oui, on le souhaite, oui. C'est quoi une ICO? Alors une ICO, en fait, c'est à mi-chemin entre le crowdfunding et l'introduction en bourse. C'est assez simple. Il faut d'abord juste expliquer quel type de crypto-monnaie existe. On appelle ça des tokens. Il existe 3 types de tokens, donc de crypto-monnaies. Le premier, celui qu'on connaît le plus, le token de paiement. Vous avez entendu parler du Bitcoin, vous avez entendu parler du Ripple, qui donc permettent, comme de la monnaie, de payer. Premier type de token. Deuxième type de token, les security tokens. Les security tokens, en fait, c'est ce qui s'apparente à des valeurs mobilières. Donc, c'est ce qui donne droit à un rendement ou à une performance. Aujourd'hui, une action ou une obligation, quoi. Exactement. Donc, les régulateurs, évidemment, internationaux se penchent sur la question. Et beaucoup, pour l'instant, n'ont pas vraiment accepté ce genre de solution. Alors, ceux qui veulent émettre à travers leur ICO des security tokens le font au Caïman, au BVI, à Gibraltar. Il y a Malte qui travaille dessus, mais il y a le premier security token allemand qui est sorti il y a 15 jours. Donc, on sent quand même que la tendance est quand même à ce que les régulateurs commencent à accepter ce genre de choses. Et pour finir, le gros, et c'est là où on va parler vraiment de ce que nous on fait, c'est-à-dire que le gros des ICO dans le monde sont en fait des émissions de utility token. Alors token utilitaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc le troisième type. C'est de la prévente de services. Grosso modo, je suis une entreprise qui développe un savoir-faire sur la blockchain. Plutôt que d'aller voir des fonds d'investissement ou des banques qui vont me prendre beaucoup d'argent ou des intermédiaires qui vont me prendre beaucoup d'argent pour me lever de l'argent, et surtout, ils ne vont pas forcément me faire confiance parce que je n'ai pas encore mes produits et j'ai juste un projet et une équipe de qualité. Je vais émettre mes propres coins et je vais proposer à mes futurs clients de me financer, c'est-à-dire de financer mon futur développement en leur offrant un bonus, des discounts. Et donc, en fait, c'est vraiment ce que nous, par exemple, on fait, puisque notre domaine, c'est l'asset management. Donc, nous allons prévendre notre service à travers une émission de jetons. Et nos services étant des frais de gestion, nous offrons de la gratuité sur des frais de gestion pour les gens qui nous accompagnent dans notre propre ICO. Et les jetons, est-ce qu'ils représentent du vrai argent? Ils ont une valeur comme une action ou qu'est-ce qu'il y a derrière le jeton? Oui, alors ils ont une valeur nominale, c'est-à-dire qu'en fait, nous par exemple, c'est 1 euro, donc c'est lancé à 1 euro. Et puis après, ce qui compte, ce qui est très important si un jour vous investissez dans des ICO, c'est en fait la liquidité. C'est-à-dire qu'il faut absolument... je vais essayer d'être moins longue, mais il faut absolument s'assurer que en fait, les tokens que vous achetez sont sur des places de marché où vous pourrez revendre, évidemment, pour gagner de l'argent. Voilà. Alors là, on commence déjà à bien comprendre. En fait, on va un petit peu bouleverser l'ordre de discussion, mais je voudrais que Clément Berger-Lefranc nous raconte ce qu'on peut faire avec de la blockchain dans un domaine complètement différent de celui de la finance. Comme ça, on aura un premier aperçu finalement de la variété des applications, c'est le domaine de la logistique. Alors Clément. Oui, effectivement. La blockchain s'applique dans le monde de la logistique et de manière très concrète. Aujourd'hui, avec les applications Honest, notre société, on fait du transfert de responsabilité sur les chaînes logistiques. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir qui est responsable de quoi à n'importe quel moment sur n'importe quel réseau logistique. Je vous prends l'exemple d'un gros distributeur aujourd'hui. Il a des chariots qui transitent tous les jours entre leurs entrepôts, des transporteurs indépendants, des magasins plus ou moins indépendants. Et sur ces chariots, sur ces palettes, ils subissent des pertes, des vols, des dégradations. Eh bien, avec Honest et notre solution, on va créer pour chaque chariot un tracker blockchain de responsabilité. Ce tracker blockchain, il a la caractéristique d'être unique, infalsifiable et transférable. Il est non physique, il est vraiment blockchain. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un chariot physique qui va être transféré d'un acteur à un autre, eh bien les acteurs vont se transférer ce tracker de responsabilité. Ce qui fait qu'on est capable de savoir exactement, à tout moment, sur l'intégralité du réseau, de manière décentralisée, sans organe central de contrôle, qui est responsable de quoi sur l'intégralité des réseaux. Et structurellement, on ne subit plus de pertes, puisqu'on a toujours un responsable identifié pour chaque produit sur la chaîne logistique. Alors pour être concret, ce que vous appelez les chariots, c'est quoi? C'est les camions qui transportent les chariots, des objets d'un endroit à un autre. autre. Ça, les rolls, en fait, c'est des espèces de grands chariots qui permettent de mettre des produits. Donc c'est à l'intérieur d'un entrepôt, c'est ça? Voilà. C'est entre les entrepôts, ouais, les transporteurs
et les magasins. Et donc ça transite en permanence tous les jours. Vous avez plus de 100 000 transferts tous les jours entre ces acteurs de responsabilité en permanence. C'est le monde de la logistique. Le monde de la logistique, on est sur des chiffres monstrueux. Il y a des transferts de responsabilité qui s'effectuent en permanence. C'est l'équivalent d'une palette, en fait. Oui, c'est l'équivalent d'une palette. Voilà. C'est l'équivalent d'une palette. Ça s'applique aujourd'hui à palette, conteneurs. Mais pour l'instant, ils sont déjà suivis, non? Il doit y avoir du GPS. C'était le grand hype des dernières années. C'est géolocalisation. Oui. C'est le point ultime de la logistique. La réalité, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si moi, aujourd'hui, je mets un tracker GPS sur ce produit-là, je vais mettre le tracker, je vais le faire transiter sur un réseau logistique, puis un jour, on va me dire, écoutez, votre bouteille est perdue. Alors là, vous allez être très très fier, vous allez dire, non, j'ai un tracker de géolocalisation. Vous allez géolocaliser ça dans un entrepôt, vous arrivez dans l'entrepôt, et là, la bouteille a disparu. Vous retrouvez votre tracker de géolocalisation, heureusement parce que c'est fait pour ça. Hein. On n'a pas l'historique. Voilà. Mais le produit a disparu. Et donc là, vous essayez de vous retourner vers le responsable de l'entrepôt, et le responsable de l'entrepôt vous dit gentiment, non, la bouteille est plus là, c'est que je l'ai bien fait transiter, j'ai bien fait mon travail. C'est pas de ma faute si ton tracker est tombé. Et donc ça, c'est le trio des dernières années. C'est j'ai investi 100 € dans un tracker de géoloc, j'ai perdu mon objet, et je n'ai pas de responsable identifié. Et donc ces projets IoT, tracker de géolocalisation, sont en train de se transformer de manière radicale dans des projets honnêtes de traçabilité où on n'a pas besoin de déployer de choses physiques et on est capable de suivre des responsabilités sur n'importe quel type de produit. Alors, on va en reparler après. Je vais passer la parole à Cyril Zimmermann parce que lui, il est un petit peu, on va dire, intermédiaire entre le monde ancien et le monde nouveau parce que vous êtes un acteur de la publicité déjà depuis pas mal de temps. Hein. Vous aviez créé une société qui s'appelle iMedia, qui est cotée en bourse, qui est devenue AdHux. Et donc, vous êtes intéressé aux applications de la blockchain dans le monde de la publicité et du marketing, qui est votre spécialité. Alors, à quoi, question précise, peut servir la blockchain dans le monde de la publicité et du marketing? Bonjour à tous. Effectivement, ça fait 22 ans en fait, que je traîne mes guêtres sur le monde en fait, de l'Internet et de la technologie dans le domaine de la publicité, des paiements et des transports. Donc, je suis un peu dispersé. Mais si pour répondre à votre question, en fait, je fais juste en fait, une petite marche arrière. Sur les 22 dernières années, en fait, mon impression est que fondamentalement, la technologie a changé nos façons de consommer et la façon de faire du commerce en fait, entre entreprises parce que ça a fragmenté et délinéarisé les produits. Avant, vous passiez par un tour opérateur en fait, et vous aviez un voyage total. Aujourd'hui, vous achetez, vous saucissonnez chacune des tranches de la prestation et vous achetez pièce par pièce. Il y a quelques années, vous achetiez en fait un vinyle ou un CD. Aujourd'hui, vous achetez musique par musique, morceau par morceau, où vous avez un abonnement. Dans le domaine de la presse, en fait, et des médias, dans le domaine des encyclopédies, bref. On a démultiplié le nombre des produits parce qu'on a pris un grand saucisson, on en a fait des tranches en fait hyper fines. Ça, dans tous les domaines, on fait dans les transports aussi. Ce qui fait que finalement, au lieu d'acheter une prestation de transport, vous pouvez vouloir acheter une prestation de transport qui se décompose entre différentes strates dont vous voulez avoir la surveillance et la traçabilité vous-même. Ce qui crée un sujet qui est que plus le produit, au fait, pour le même service, au fait, est fragmentable en des pièces différentes, plus il y a de complexité à la gérer, et plus il y a la nécessité d'avoir une technologie qui permet d'avoir la traçabilité, soit pour la valorisation, soit pour le contrôle. C'est l'histoire de la bouteille d'eau, quoi. Exactement. Et dans la publicité, en fait, c'est pareil, puisqu'il y a quelques années, en fait, les régies publicitaires ou les agences achetaient ou vendaient des pages de publicité, et une fois que le nombre de magazines imprimés, en fait, était connu, c'était assez facile de voir si la page était imprimée ou pas, puisque l'imprimerie n'allait pas éditer, en fait, des magazines, certaines avec la page de publicité imprimée et d'autres pas. Mais aujourd'hui, au fait que finalement, sur le digital, les annonceurs achètent un volume de bandeaux publicitaires. Ce volume de bandeaux publicitaires se compte par millions ou par milliards, et il est assez compliqué pour l'annonceur de vérifier que chacune des unités qui va composer un lot d'1 milliard d'impressions publicitaires va être véritablement délivrée. Donc il y avait la nécessité en fait, de pouvoir améliorer la technologie pour vérifier que chacune des unités de valeur, des sous-unités de valeur qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui maintenant en fait, sont les unités sur lesquelles sont indexés les prix, a réellement été délivrée. Et se rajoute à ça le système, la problématique de la fraude. Le milieu de la publicité en fait, a développé des trésors d'ingénierie et d'ingéniosité en fait, pour développer en fait, des systèmes de fraude et d'escroquerie
dans la mesure où finalement ce qu'on valorise en fait des bandeaux publicitaires, c'est le fait qu'un bandeau ait été vu par un ordinateur. On ne sait jamais s'il y a réellement un humain derrière. Et quoi de plus facile si vous êtes capable en fait de gérer des ordinateurs à distance 1, 10, 50, 100, 1000, 1 million, de générer en fait des appels et des fausses visualisations de publicité qui ne sont réellement vues en fait que par des ordinateurs ou même des programmes à l'intérieur du même ordinateur. Ce qui fait que si vous appelez en fait Renault, pour prendre Renault, je ne sais pas pourquoi, qui achète en fait un lot d'impressions publicitaires qui doit être diffusé en fait sur un pays comme la France, la question est de savoir si, toutes les impressions, mettons un chiffre 10 millions, vont être délivrées, et sur ces 10 millions, quelle est la part d'entre elles qui vont être livrées par des ordinateurs derrière lesquels il y a des humains, et quelle est la part d'entre elles qui vont être livrées par des ordinateurs qui sont activés par des robots. Et aujourd'hui, en fait, on estime en fait, que la fraude sur le marché global de la publicité digitale représente 2 à 3 milliards de dollars. Donc ça représente quand même un peu d'argent. Pas qu'en France, sur l'OCDE. On espère, oui. Donc il y a quand même en fait, des gens qui se mettent 2 ou 3 milliards de dollars dans la poche, avec en fait, un coût juste de processing en fait, d'ordinateur en fait, qui crée de l'émulation et de la fausse visibilité de manière publicitaire. Donc comme les bouteilles d'eau, on va suivre les publicités. Donc là aussi, la blockchain, en fait, et il n'y a pas encore de conclusion en fait, très précise, ou en tout cas d'expérimentation très précise et très probante sur le sujet, mais la promesse est justement que la blockchain va permettre une traçabilité totale de la transaction financière entre l'acheteur, les différents intermédiaires et le vendeur ultime, et de pouvoir vérifier en fait à quel moment chaque unité de publicité a été livrée ou par qui, et de pouvoir vérifier si derrière il y a eu de la fraude ou pas. Derrière ça, on y reviendra tout à l'heure, il y a énormément en fait, de promesses où on mélange à la fois la cryptologie en fait, et la blockchain en termes de système de traçabilité ultime, et le fait que derrière on puisse émettre et battre monnaie. Et là, il y a eu en fait une sphère spéculative, en fait, parce que la technologie est un espèce de grand édredon à absorber les trop-pleins de liquidités des marchés financiers. Et effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est investi sur des promesses en fait, d'émission de valeur, alors qu'en réalité, on est sur des prestations de services, souvent qui sont des utilities ou qui sont des contrôles de véracité de la transaction. D'accord. Donc effectivement, on va parler de ce sujet qui est très important. Alors, dernière étape sur l'application avant de chapeauter tout ça sur comment le gouvernement commence à s'intéresser à ce sujet. Philippe Henry, vous êtes le patron de l'activité banque de HSBC. Alors, on sait que les banques, maintenant, regardent cet objet avec à la fois un peu d'inquiétude, parce qu'on dit que ça pourrait les supprimer, et puis beaucoup d'intérêt aussi, parce que ça peut les aider. Alors, dans cette première partie, dites-nous juste, assez rapidement, pour une grande banque, c'est peut-être la première banque de réseau au monde, HSBC, en tout cas par l'étendue de son réseau, à quoi peut bien servir la blockchain ? Bonjour à tous. Ouais, donc dans le monde de la finance, à quoi ça sert et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je pense que le blockchain veut dire beaucoup de choses très différentes, vous l'avez vu, suivant le public auquel on s'adresse. Pour les fanatiques du Bitcoin, la blockchain originale, c'était un moyen de créer une devise qui pourrait circonvenir et même remplacer les banques centrales. Si on prend les banques centrales, pour les banques centrales, le blockchain, c'est un moyen potentiellement prometteur d'enregistrer les transactions effectuées avec leur propre devise et d'analyser ces opérations dans le but, en fait, de conserver leur rôle d'autorité monétaire centrale. Et les banques centrales se disent que dans la blockchain, il y aura toujours un rôle pour une autorité de certification donnant licence aux participants du système. D'accord, mais alors pour une banque comme la vôtre ? Alors, oui, pour une banque comme la nôtre, c'est le blockchain, c'est ce que j'appelle le blockchain paradoxe. Parce que finalement, pour les créateurs des cryptocurrencies, c'est le moyen de s'assurer un anonymat et une privacy. Et pour les autres, c'est un moyen de rendre plus transparent et plus efficace, en particulier les transactions financières. Et nous, on est au milieu. Bon. Je pense qu'Internet a permis l'automatisation de la relation, et la blockchain, elle permet pour nous aujourd'hui l'automatisation de la transaction en supprimant le tiers de confiance. Mais, il y a un grand mais, on va en parler tout à l'heure, le rôle de vérificateur des identités reste clé. Et la question qu'on se pose, nous les banquiers, c'est qui va le faire ? Et au fond, est-ce qu'on est prêts, tous, les uns les autres, à ne plus avoir quelqu'un à blâmer ? Oui, alors, mais avant, est-ce que aujourd'hui vous avez des applications concrètes
Donnez-nous-en une, par exemple, de la blockchain chez HSBC. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez ça pour faire, je sais pas, des transactions boursières, enfin, oui. Alors, donnez-nous-en une. Oui, absolument. Donc là, je vais vous le dire tout de suite. Je voulais juste pour être concret, je vais vous dire où en est la maturité de ces projets. Parce que, en termes de maturité et d'évolutivité, vous avez des échelles, très rapidement. En termes de maturité, on va d'une échelle 1 qui est l'inception, au début du process, au proof of concept, ça c'est l'échelle 2, ensuite pilote et production. En juillet 2018, dans le monde de la banque, on a beaucoup de projets qui sont entre le proof of concept et le pilote. D'accord. Alors un exemple concret, qui est un exemple intra-compagnie, entre notre banque aux États-Unis et notre banque en Angleterre, on a 2 bilans assez importants là-bas, nous échangeons de l'ordre de 50 000 transactions de change par jour. Et nous avons une application qui permet de simplifier les coûts d'enregistrement back-office et d'opération, qui utilise le blockchain et qui fonctionne. D'accord. Donc vous voyez, on n'est pas encore dans un monde que les Anglais appellent widespread, c'est-à-dire où on va le mettre à disposition de tout le monde, mais on commence à tester en vraie grandeur à l'intérieur des entreprises, parfois avec l'aide de clients. Vous avez vu dans la presse certainement que nous avons réalisé une opération de trade finance pour le compte de Cargill, un transport de produits agricoles entre 2 continents qui ont été entièrement réglés par un système de blockchain. Alors, pourquoi est-ce que c'est avantageux ? Le monde du trade finance n'a probablement pas évolué du point de vue juridique et du point de vue organisationnel depuis le XVIe siècle. On continue d'attendre des contrats qui nous arrivent par la poste, qui nous permettent à nous, après, une fois qu'on a vérifié ces contrats, de faire les paiements. Eh bien, en gros, une opération de trade finance prend 5 jours et nécessite l'utilisation d'un grand nombre de back-office. Je rappelle, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, que dans le monde du commerce international, vous avez un nombre absolument incroyable d'intermédiaires. Les freight forwarders, les shipping companies, les banquiers, les assureurs, les douanes, etc., etc. Eh bien, le blockchain, c'est parfait pour réunir une communauté de gens qui se connaissent, donc qui, au fond, ont déjà un peu confiance en eux. Le thème de la confiance reviendra, je suis sûr, tout à l'heure. Et qui décident de mettre ensemble des données à l'intérieur d'un système infalsifiable, etc., qui permet d'accélérer les transactions. Donc, la traduction de tout ça, c'est que ce soit en matière de back-office, que ce soit en matière de commerce international, que ce soit en matière d'opérations de bourse, la blockchain en tant que telle est une méthode qui, à mon sens, une technologie, va nous permettre de réduire les coûts et de réduire la rapidité avec laquelle les opérations sont réglées. Alors, merci Philippe. Donc, Joël Toledano, voilà, chacun son micro, c'est comme la blockchain, voilà, tous responsables. Alors, donc vous êtes donc économiste, grande spécialiste plutôt des économies de réseau, des télécommunications, de la poste, et puis le gouvernement, par l'intermédiaire de France Stratégie, qui est son bras armé, l'ancien commissariat au plan quand même, vous a demandé de plancher, de faire un rapport sur le blockchain. Alors, voilà, qui est là, qui est absolument passionnant. Je vous encourage à le lire. Il est gratuitement disponible sur Internet. Et donc l'idée, c'était effectivement comment l'État peut accompagner, voire éventuellement réguler, contrôler le développement de cette technologie qui a des conséquences assez multiples. Et donc, expliquez-nous un petit peu à la fois pourquoi les pouvoirs publics s'en emparent, et puis ce que vous avez compris, vous, de la problématique de fond de la blockchain. Oui, bonjour. C'est vachement dur de parler après tout le monde comme ça, mais au fond, en écoutant mes camarades, là, je me suis dit, mais la question majeure, c'est, au fond, pourquoi ils parlent tous au futur ? Pas tout à fait au futur. Presque tous. La promesse, Mais bon, et évidemment, c'est la question que je me suis posée, parce que la première chose qui arrive, vous vous en souvenez peut-être, c'était cette fameuse page de couverture de The Economist en 2015 sur la confiance. En réalité, alors, la première chose que je voudrais effectivement transmettre, c'est la chose suivante.
c'est que tout le monde le sait, c'est une histoire horriblement compliquée. Chaque fois que vous avez essayé de comprendre ce que c'était, pour les non-spécialistes, à la fin vous êtes dit, oui, une fois de plus, j'ai rien compris. Et l'objectif, au fond, du rapport, l'objectif de ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de montrer qu'on pouvait essayer de comprendre les enjeux sans devenir un spécialiste de la cryptographie. C'est formidable, mais évidemment, on ne va pas tous le devenir. Donc, ce rapport, il a cette ambition, c'est essayer de cerner les enjeux, ce que peut faire une politique publique là-dessus, sans rentrer effectivement dans la technique, avec une multiplicité et beaucoup de facettes là-dedans. Alors pourquoi c'est un enjeu de politique publique ? C'est un enjeu de politique publique parce que tout simplement, vous l'avez bien compris, la promesse, elle est gigantesque. C'est une promesse, on y reviendra peut-être tout à l'heure, politique, mais déjà au plan économique, c'est à la fois une promesse de gain de productivité, c'est aussi une promesse de confiance dans ce monde dont nous voyons tous que la confiance disparaît, donc il n'y a pas que des aspects politiques, il y a des aspects sociaux, et qu'à ce titre-là, ça vaut le coup d'aller regarder et de voir si effectivement il y a quelque chose à faire derrière. Alors, par rapport à cette promesse, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu, avec la blockchain, d'usage majeur au niveau du grand public. Il y en a un au niveau du grand public dont on parle peu, on n'en a pas encore parlé, mais où là il y a des gens effectivement qui ont développé des business models et où ils gagnent de l'argent, c'est les jeux. À part les jeux, et peut-être d'aucuns diraient la spéculation, il n'y a pas d'usage grand public. Il y a des usages de type ICO qui sont par exemple développés, on a commencé à en parler, mais voilà. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que, techniquement, la blockchain n'a pas atteint sa maturité et qu'il y a des écueils nombreux qui sont sur cette route, et que, d'un côté, au regard de tout ce qui est en train de se faire dans le monde, on peut penser que ces écueils vont être dépassés, mais qu'il faut les regarder et voir comment on peut effectivement avancer là-dessus. Alors, avant de rentrer dans les écueils, juste un point. Oui, on en reparlera après. À travers ces exemples, au fond, il y a deux types d'usages qui se dégagent. Un que j'appellerais, au fond, la notarisation sans notaire. C'est peut-être un peu vite de dire que la logistique, c'est de la notarisation, mais au fond, c'est cette dimension stockage et sécurité qui est derrière, qui est très importante. Oui, ou l'huissier, par exemple. L'huissier, enfin bon, je prends... Mais c'est cette dimension de suivi, etc. Personnellement, j'estime que c'est une dimension, certes très importante, mais que ce n'est pas la plus révolutionnaire. Ce n'est pas elle qui va révolutionner le monde. Je pense que celle qui est porteuse de vraiment quelque chose de très très différent, c'est ce que certains appellent l'Internet de la valeur, c'est ce que d'autres, au fond, diront, c'est la façon de mettre en lien le monde de l'Internet, qui est un monde abstrait, et le monde réel, celui, alors l'un d'entre plusieurs personnes ont parlé, où effectivement il y a un aspect physique, c'est monnaie programmable. Il y a énormément de mots pour reprendre cette idée-là, mais c'est cet aspect-là qui, s'il se développe, sera effectivement, je pense, un changement fondamental sur le monde économique d'aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui tout ça effectivement ne fonctionne pas ? Il y a des raisons tout simplement techniques. On a commencé à en parler. C'est censé être quelque chose qui va très vite, qui fait tout et très bien, etc. Pour l'instant, c'est pas vrai. Pour l'instant, il y a énormément de problèmes techniques. J'y reviendrai pas, je vous renvoie au rapport, mais pas seulement. Il y a énormément de documents qui parlent effectivement des difficultés techniques. Mais il y a aussi, si on regarde des choses très claires, les difficultés économiques. Comment faire un business model avec des coûts de transaction qui évoluent tout le temps ? C'est pas possible aujourd'hui, d'où la question des crypto-monnaies dont on parlera tout à l'heure, je pense. Oui, mais il y a aussi des problèmes juridiques. Aujourd'hui, certes, tout ça est censé être conservé, sécurisé, etc. Mais notre monde juridique physique, c'est celui où il y a des tiers de confiance. Les fameuses directives européennes partent à un moment donné, il y a un tiers de confiance physique. Donc, certes, il y a des propriétés techniques, mais le droit n'est pas du tout au diapason. Bref. Voilà. Il y a énormément de choses. Je voudrais juste conclure par une chose, et ce sera fini.
il me semble que la première chose à très court terme à reconnaître pour pouvoir avancer, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas d'un côté le monde de la blockchain et de l'autre le monde des crypto-monnaies, mais ça commençait à être dit, mais que ces deux mondes non seulement cohabitent, mais sont intrinsèquement liés, et que tant qu'on n'aura pas pris en compte l'ensemble de ces deux mondes simultanément pour faire évoluer le système, on restera dans le monde des proof of concept, dans le monde du bac à sable, et je pense qu'il faut effectivement commencer à en sortir, mais il faudra passer par là. D'accord. Alors, on va faire maintenant deuxième tour de table pour parler des conséquences, c'est-à-dire de l'avenir. Comment vous voyez ça évoluer? Est-ce que c'est vraiment effectivement la fin des intermédiaires, la fin des notaires, la fin des huissiers, la fin des banquiers? Enfin, on peut le multiplier à l'infini. À votre avis, quelle sera la place de la blockchain? Et puis, dans l'assistance, parce que comme le temps va assez vite, ceux qui ont des questions, vous commencez à y réfléchir et on va faire circuler le micro dans une dizaine de minutes. Voilà. Alors, Clément, vous vouliez intervenir. Allez. Non, je voulais parler au présent. Je voulais parler au présent. Aujourd'hui, la blockchain a plus de 10 ans. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a plus de 700 milliards de dollars qui transitent. Dans les pays non bancarisés, il y a une forte utilisation des crypto-monnaies. C'est beaucoup le Bitcoin? Il y a tout. Vous avez plus de 1800 crypto actifs opérationnels aujourd'hui sur lesquels vous pouvez payer. Vous avez avec des applications comme les nôtres des caristes, des transporteurs au quotidien de grands groupes qui l'utilisent. Ce matin, il y avait des transferts. C'est-à-dire ils payent avec des bitcoins? Non, ils font des transferts de responsabilité, donc ils utilisent la technologie blockchain. Ils utilisent des monnaies ou pas? Non, ils n'utilisent pas de monnaie. Ils utilisent la blockchain pour ce qu'elle est. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que 10 ans, c'est l'iPhone, le smartphone. Le smartphone existe depuis 10 ans. C'est quelque chose d'implanté. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans la technologie blockchain, et ça paraît très très compliqué la blockchain, mais la blockchain c'est très très simple. Il y a juste un élément à comprendre, quelque chose qui est en train de métamorphoser le monde. C'est que moi, quand je vous donne un bitcoin, je fais une transaction d'un bitcoin vers vous. Cette transaction, je la mets dans un panier de transactions en attente de validation. Et vous avez des acteurs externes qu'on appelle les mineurs, qui vont prendre cette transaction, la mettre dans un bloc, parce que s'ils sécurisent un bloc, ils peuvent, et s'ils sont les premiers, ils peuvent gagner 100 000 $. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le mécanisme est fait que moi, quand je vous donne un bitcoin, mon objectif individuel, en n'ayant rien à faire du reste du monde, c'est de vous prouver que j'ai un bitcoin de valeur. Votre objectif, c'est de récupérer ce bitcoin de valeur, et vous n'en avez rien à faire du reste du monde. Notre effet collatéral, c'est la génération de cette transaction. Le mineur, le troisième acteur, lui, qui n'en a rien à faire de tout le monde aussi, son objectif, c'est de sécuriser un bloc pour gagner 100 000 $. C'est lui qui remplace le tiers de confiance. Mais pour ça, il est obligé de consommer des transactions pour les mettre dans le bloc. Son effet collatéral, c'est la sécurisation de la transaction. La révolution et la métamorphose qui est en train de se passer, c'est que le mécanisme a agencé les effets collatéraux des objectifs individuels de chacun dans un système qui s'auto-complète et qui se renforce. C'est le mécanisme de consensus. Et ça, la blockchain, il n'y a jamais eu de parti politique, il n'y a pas eu de société, il n'y a pas eu de gouvernement depuis 10 ans qui la pousse. Et pourtant, cette métamorphose est en train d'être créée. Quand vous avez un projet blockchain qui utilise timestamp, les projets blockchain, aujourd'hui, la majorité des projets blockchain ne sont pas dans la mise en place d'un mécanisme de consensus. Et c'est ça la révolution. Quand vous mettez en place un mécanisme de consensus, vous vous concentrez sur l'aspect humain de se concentrer sur ses objectifs individuels. Voilà. Sauf de les agencer correctement, ça crée une métamorphose et les systèmes sont en train de se transformer comme ça. Alors, il y a un vrai débat. Alors, peut-être Cyril, vous vouliez intervenir. Parce que là, ce qu'on ne comprend pas bien de l'extérieur, c'est effectivement le lien entre la blockchain et puis les crypto-monnaies, dont le bitcoin est la plus célèbre. C'est-à-dire, est-ce que en gros, la blockchain, ça peut tenir debout sans cette histoire de crypto-monnaie et de mineurs? Alors au début, c'était des individuels, c'était façon jeu vidéo, et puis maintenant, c'est des armées de Chinois avec des centres serveurs gigantesques qui consomment une électricité considérable et qui valident chaque transaction l'une après l'autre, etc., pour l'intégrer dans la blockchain. Donc, on est dans autre chose. Je vais essayer de vous répondre et de répondre aussi à Joël Toledano. La crypto-monnaie, c'est une application de la blockchain parmi d'autres. Mais comme au début, finalement, l'Internet, les usages se développent lentement. Pourquoi on parle au futur et pas au présent?
Toujours pour les mêmes raisons. La première, c'est que cette innovation technologique en fait, va de pair avec du trafic. Au début d'Internet, on disait que c'était une façon de communiquer illégale entre des gens en fait, qui voulaient se cacher. Effectivement, la blockchain et la crypto-monnaie en fait, véhiculent ça et c'est une réalité. Si vous allez au salon en fait, de la crypto-monnaie à New York, qui s'est tenu il y a 15 jours, les transactions se faisaient devant l'ascenseur à coût de 2 millions de dollars et ce sont des gens qui massivement veulent blanchir de l'argent et c'était une façon de le faire. C'est que des mafieux dans l'ascenseur. Donc il y a cette phase en fait, de l'utilisation de la technologie, mineure ou majeure. Elle deviendra mineure, mais elle est importante au début parce que ce sont les meilleurs utilisateurs de la technologie. C'est une façon en fait, de contourner la loi. Deuxième sujet, c'est les usages. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de souscrire à une ICO. Moi, j'en ai fait 5 ou 6. C'est encore pire, et je suis désolé en fait, pour vous taquiner, c'est encore pire que l'interface traditionnelle des banques online. C'est pire que HSBC, vous voulez dire? C'est pire qu'HSBC, dont je suis client depuis 20 ans. Mais il y a un usage en fait, qui est totalement sous-développé en fait, et qui ne peut pas conquérir le grand public parce qu'aujourd'hui, c'est mal foutu. Et le troisième élément également, c'est que ces usages, en fait, c'est décisif. On a l'âge, en fait, de se souvenir de AOL et CompuServe. AOL et CompuServe, en fait, c'était pas très différent de Facebook. AOL a racheté Time Warner à un certain temps. AOL a quasiment disparu, CompuServe a disparu, Facebook à tout prix. Sur la même base d'exploitation de la technologie. Simplement, il y en a un qui a géré l'usage avec énormément d'intelligence et beaucoup plus que les autres. Et c'est ça qui va faire l'accélération et qui fait qu'il n'y aura plus de hiatus entre le présent et le futur, je pense. Voilà. Alors, Alice, est-ce que la promesse de la blockchain, ça représente une menace pour la finance? Je pense que, en tout cas, pour les banques, je pense qu'elles ont survécu à tous les changements technologiques et savent très bien s'approprier ou, pourquoi pas, si elles ont du retard, acheter des savoir-faire. Donc, je ne suis pas très inquiète pour le monde de la finance. Je pense qu'au contraire, en fait, c'est un formidable outil qui va nous faire gagner du temps. Il y a quand même des grands pans de notre activité qui datent des années 80. Quoi. Il y a des choses qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, par exemple, en 1 seconde, vous achetez des titres. Sauf que pour vous faire livrer les titres, il faut 2 jours. Donc le transfert de propriété met 2 jours, parce que vous avez des intermédiaires partout, et donc des tiers de confiance partout, et donc c'est très très long. C'est quand même assez incroyable, alors que la technologie est très avancée. Donc je pense que c'est un formidable outil pour tout le monde, et ça va faire du bien à notre industrie, et ça va donner accès à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, et le moyen d'aller sur la taille pour aller entrer sur certains fonds d'investissement ou sur des introductions en bourse. Ils vont pouvoir directement en ligne, pour des sommes modestes, investir. Démocratisation. Alors bon, non, mais alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut qu'on réduise les coûts dans le système bancaire et il faut qu'on simplifie les choses. Maintenant, même sans blockchain, le marché fait des progrès. Par exemple, dans le cadre de la BCE et du CEPA, on va pouvoir mettre en œuvre maintenant des paiements immédiats, même pour les particuliers. Ces choses-là sont en train de se mettre en œuvre. Après, en termes de régulation, je signale quand même que le Conseil des ministres a adopté une ordonnance il n'y a pas si longtemps que ça qui permet le transfert de propriété de titres financiers par blockchain. On n'en parle pas beaucoup, enfin, c'est quand même fondamental. Ils ont été modifiés, le code monétaire et financier. C'est grâce à ça que tu peux développer tes business. Oui. Donc, oui, Joël, vous pardon, il y a une petite différence. Depuis le début, on passe des blockchains publiques aux blockchains privées, sauf si c'était la même chose. Non, et la confiance au milieu, il y a un tiers de confiance dans votre système. Non, alors c'est ce que j'allais dire, on est d'accord là-dessus. Il y a une très grande différence entre les blockchains publiques et les blockchains privées. Alors, la blockchain publique, c'est quand finalement on fait travailler c'est ce qu'on racontait tout à l'heure sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a des gens à l'extérieur. C'est quand le livre est ouvert partout dans le monde. Parce qu'en fait, il faut considérer que c'est comme un livre. Et voilà. Et c'est des gens dans le monde entier qui font, qui n'ont, comme vous disiez Clément, qui n'ont pas d'intérêt dans l'affaire qui résolvent. Et puis la blockchain privée, c'est HSBC à l'intérieur de HSBC avec des gens de HSBC qui contrôlent tout. Quoi. Ça peut être à l'intérieur d'HSBC, comme j'ai cité tout à l'heure, mais ça peut être à l'intérieur d'un écosystème, comme par exemple les acteurs du commerce international ou les acteurs d'une bourse de valeur. Par exemple, la bourse en Australie, effectivement, étudie le blockchain pour simplifier les processus à l'intérieur des acteurs dûment enregistrés qui ont accès à la bourse. Et là, l'ensemble de ces blockchains, en fait, si je les caractérise simplement, c'est des blockchains où les gens se connaissent, se font quand même pas mal confiance les uns les autres, parce qu'ils se connaissent ou parce qu'ils sont régulés. Pas besoin de tiers de confiance parce que les gens se font confiance. Et alors dans ces cas-là, ils se disent alors autant essayer de mettre ensemble les données pour pouvoir accélérer les règlements livraison. Et entre nous, c'est déjà pas mal.
puisque si on arrive à simplifier toutes ces choses-là, je pense que nos clients finaux seront très contents. Oui. Et c'est l'exemple Oui, de ton système. Dans ce cas-là, si on se fait confiance et qu'on met en place un système ensemble, on met en place une base de données, ça existe depuis 30 ans, et ce n'est pas une blockchain. Le terme blockchain privé n'a pas vocation à exister puisque de base un protocole blockchain est un protocole ouvert dans lequel les personnes ne doivent pas se faire confiance. Donc effectivement, c'est un terme commercial, blockchain privé, qui a été émis par des grosses sociétés informatiques qu'on connaît très bien, qui ont voulu s'accaparer un marché dans lequel ils n'avaient pas leur place, puisque la blockchain ne permet pas qu'un tiers s'accapare la valeur comme des faire autres. un réseau Internet privé, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est le mécanisme naturel. Hein. Quand Internet est arrivé, les gens se sont dit je vais faire mon Internet, sans se rendre compte qu'on pouvait utiliser Internet pour ce qu'il est, avec un carcan privé. C'est exactement la même. Je voudrais juste réagir sur ça, parce que c'est le point clé. C'est le point clé. Alors très vite, parce que j'ai promis qu'on prendrait 3 questions dans la salle, donc on va les faire. Si tu prends l'écosystème des banques, c'est pas parce que les banques se connaissent qu'elles ont fatalement envie de se faire 100% confiance pour aller indiquer à chacune des transactions qu'elles font avec leurs propres clients. L'avantage de la blockchain, c'est que tu peux faire transiter l'ensemble de ces opérations à l'intérieur d'un système sans avoir besoin de discloser le vrai détail de la transaction. Si tu mets tout dans une base de données unique, si je prends très rapidement, si je prends l'exemple des opérateurs téléphones, SFR, Bouygues, Orange et Free. Tout le monde se met ensemble, on ne se fait pas forcément confiance et tout va bien. On a une attaque du marché par Free. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met tous les trois d'accord, SFR, Bouygues, Orange, et on a une capacité à altérer le protocole initial. Alors, top, on prend des questions dans la salle, il y en a sûrement. Voilà, il y en a une, monsieur, là. Hop, le micro arrive. Allez-y. Bonjour, merci pour vos présentations. J'ai une question très quantitative. Donc, vous nous avez expliqué que, parfait, on avait la productivité financière, économique, réduction des délais de transaction, etc. Très concrètement, aujourd'hui, si j'ai 1 million d'euros à investir, aujourd'hui ou dans 5 ans, qu'est-ce que vous promettez comme rendement sur la blockchain, sur vos projets internes ou externes? Alors là, je ne sais pas si vous aurez une réponse. À peu près les mêmes que ceux que vous auriez eu si vous aviez investi dans la bulle Internet en 2000. Oui, mais il y a des business plans partout, donc à un moment, il y a des projections. En fait, bon, déjà, on n'a pas le droit de promettre des rendements. Enfin, ceux qui le font sans avoir le droit de le faire. Mais on estime à peu près sur les 20 prochaines années la croissance du chiffre d'affaires des sociétés qui développent un savoir-faire blockchain dans le monde à 63% par an. Croissance du chiffre d'affaires. Donc, et je ne vous parle pas là des crypto-monnaies, hein, je vous parle vraiment des sociétés qui déploient un savoir-faire blockchain. Donc ça peut vous donner une forme d'indicatif. Par exemple, moi je vois sur mon fonds santé, on estime la santé, c'est à peu près 10% par an de croissance mondiale du chiffre d'affaires. Et ben, les performances associées, en tout cas en bourse, sont quasiment identiques. Bon, voilà. Et puis c'est comme toutes les bulles, ça dépend du moment où on achète et du moment où on vend. Et on vend. Non, il n'y a pas. Non, il n'y en a pas. Par contre, j'espère bien qu'en réduisant les coûts, on augmentera le service pour les clients et le return on tangible asset pour les actionnaires. C'est ça le truc. Mais moi, par exemple, c'est pour ça que je crée des fonds d'investissement qui vont permettre aux gens d'investir sur cette thématique dans un univers organisé avec de la régulation et comme un thème d'investissement, comme la santé, comme la robotique. Alors, monsieur. Est-ce que le développement à très grande échelle de l'usage de la blockchain ne risque pas de poser un problème de coût énergétique ? Ça, c'est une assez bonne question. Parce que j'ai entendu dire que c'était très consommateur d'énergie. Alors, Joël et... Joël, oui. C'est aujourd'hui, effectivement, alors il y a, comme toujours, les évaluations sont contestées, mais c'est évalué par certains comme étant l'équivalent du 60e pays dans le monde en matière de consommation énergétique. Au fond, on peut sortir les puissances, c'est pas très important. C'est l'un des sujets pour lesquels, effectivement, on dit que c'est immature, c'est que personne ne pense qu'il y aura la diffusion qui est attendue dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est en ça que c'est un des éléments qui doit changer. Faute de quoi, ça veut dire techniquement l'architecture du système. De toute façon, c'est conçu comme ça aujourd'hui. Il y a une partie des travaux de recherche qui vise à trouver des solutions et des protocoles de consensus qui auraient une fiabilité du même type, sans avoir le même type de
consommation énergétique, sans avoir les 10 minutes qu'il faut entre deux blocs de validation, enfin, toutes les caractéristiques techniques présentes qui font qu'il est inenvisageable de s'en servir pour les déploiements tels que on a entendu parler ce matin. Alors, juste avant que Clément intervienne, s'il y a une autre question... il y en a plein. Alors, on va les prendre... Vous savez ce qu'on va faire? On va les prendre toutes, et puis après, Clément interviendra, et les autres, et on conclura. Allez, là-haut, voilà. La dame à gauche, là. Bonjour, Lise Orderman, journaliste économique du New York Times. Vous avez plutôt focalisé sur aujourd'hui dans vos remarques, mais si je peux vous demander quand même de regarder dans le futur, dans les crystal balls, est-ce que vous envisagez quand même un jour où un système comme le blockchain peut complètement déplacer le système financier global comme il existe aujourd'hui? Et deuxièmement, est-ce que vous envisagez peut-être dans le futur un cryptocurrency qui peut déplacer les grandes monnaies d'aujourd'hui, disons le dollar, l'euro et le Chinese yuan? Alors, non, vous n'allez pas répondre. On va prendre toutes les questions, et puis après, en forme de conclusion, chacun dira, vous choisirez votre réponse. Alors, allez-y, question suivante. Bonjour. Premièrement, je crois que j'ai la réponse à la question. C'est que, d'après l'impression que j'ai vue, on a besoin de plus en plus d'intermédiaires par rapport à ce que vous présentez. La question que je me pose, c'est que là, vous parlez du présent et du futur proche. Mais le problème blockchain, c'est uniquement un problème de cryptologie. Qu'en pensez-vous sur l'arrivée des ordinateurs quantiques et de toute la révolution technologique dans les 10 ans à venir? Et est-ce qu'à ce moment-là, ce ne sera pas une autre technologie qui va prendre la place? D'accord. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Mais oui, c'est que des bonnes questions, c'est pour ça. Il n'y a que des bonnes questions. Voilà. Plutôt à l'attention de Mme Toledano. Je suis élu local. On évoque éventuellement de faire passer le bulletin de vote par l'intermédiaire, pourquoi pas d'une blockchain à terme. On est sur des sociétés, des États qui se sont construits de façon pyramidale, avec un tiers de confiance absolu qui est l'État, et puis ou alors des méta-États comme l'Union européenne, etc. Est-ce que derrière, on n'est pas sur une façon de repenser aussi la démocratie, notre rapport à la démocratie, notamment représentative? Voilà, une autre super bonne question. Alors, on s'arrête là, et puis chacun va répondre à une de ces questions. Alors, si vous voulez, je peux faire la répartition, mais vous avez le droit de choisir. Alors, donc, Clément, vous vouliez intervenir tout à l'heure. Donc, je vais essayer de répondre très rapidement. Sur les consommations énergétiques, c'est un nouveau poste de consommation. Donc oui, c'est un nouveau poste de consommation. Mettez juste en relief les mails que vous utilisez tous les jours, vos mails que vous utilisez pour organiser une réunion. Vous les envoyez sur des serveurs sécurisés qui sont stockés pendant 10 ans, 20 ans. Quand vous organisez une réunion avec 20 personnes en CC, en copie de votre email, et que vous avez la bonne idée d'envoyer votre présentation PowerPoint, ça c'est une bombe écologique par rapport à des transferts à blockchain. Ouais. Sur le point des ordinateurs quantiques, c'est une augmentation des puissances de calcul, ce qui fait que structurellement le réseau est fait pour absorber ces puissances de calcul. Donc à l'arrivée d'un premier ordinateur quantique, le réseau va bloquer, et donc il va y avoir une période de blocage, et ensuite, à partir du moment où il y aura d'autres ordinateurs quantiques qui vont rentrer dans la danse, ça va rééquilibrer le pouvoir de force et le système va reprendre. Sur la vision à long terme, sur le point à long terme, la blockchain, c'est une révolution de décentralisation. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus qu'il y ait un tiers qui s'accapare la valeur ajoutée des autres. Le modèle capitalistique d'une entreprise, c'est de faire travailler des gens à la richesse d'un petit groupe de personnes. Un modèle décentralisé ne l'accepte pas. Un modèle décentralisé dit chaque acteur apporte sa valeur. Et ça va dans le sens des générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations ne conçoivent pas de faire qu'un seul travail, en même temps, parce qu'un individu, c'est une somme de petites valeurs ajoutées. Et donc demain, il pourra potentiellement participer dans des systèmes décentralisés et à apporter un petit peu de valeur ici, un petit peu de valeur ici, un petit peu de valeur ici. Et donc il y aura une répartition des sommes de valeur sur les valeurs ajoutées individuelles. C'est ma perception. Voilà, on me dit qu'il reste quelques minutes. On va en prendre 5, parce qu'on a commencé à 10h05, donc à 9h05.
Il y a le Premier ministre qui arrive, donc on se dépêche, mais le Premier ministre... Allez, Cyril, vite, chacun une réponse très, très brève en forme de conclusion. Cyril. Je ne suis pas sûr en fait que le modèle de la blockchain remette en cause quoi que ce soit finalement en fait ni des équipes ni des acteurs, parce qu'on oublie toujours en fait quand on parle des révolutions technologiques en fait de ce qui in fine fait l'État et l'autorité, c'est le pouvoir de police. Et je ne pense pas en fait qu'aujourd'hui la blockchain ait la possibilité de remettre en cause le pouvoir de police. En fait, le pouvoir de police, c'est débrancher une prise, c'est de mettre quelqu'un en prison, c'est donner une amende. Voilà. Et la violence légale, comme on dit. La violence légale est du côté, au fait, probablement des banques aujourd'hui, des banques centrales. Probablement que ça le restera. Et en revanche, je suis sûr que la technologie de la blockchain fera de sorte qu'il y aura des nouveaux acteurs qui viendront s'intercaler entre HSBC, Société Générale, BNP, Banque Américaine, mais qu'il n'y aura pas en fait de remise en cause totale en fait de ce système. Alors Alice, le dépassement de la finance. Comme on parle de ministre, nous on est soutenu par le canton de Genève et notamment par le ministre de l'économie qui a nommé à Genève dans le canton un responsable blockchain, et donc maintenant ils commencent à percevoir un certain nombre d'impôts via la technologie blockchain, et ils sont en train de travailler sur les systèmes de votation pour répondre à la question, donc les référendums. Vous savez que les Suisses adorent les référendums, ils appellent ça des votations grâce à la technologie blockchain. Donc les applicatifs sont importants et l'État peut participer à cela. Joël ? Oui, autant je pense qu'effectivement il peut y avoir des méthodes qui permettent de plus facilement voter différemment, etc. Autant, comme je suis effectivement pas parmi la jeune génération mais la plus ancienne, j'ai souvenir que c'était la promesse d'Internet et que ça a fini avec de nouveaux grands. Et c'est la raison pour laquelle il faut une politique publique, parce que j'ai pas très envie que la monnaie soit chinoise, le lieu de transaction indien, et qu'il faut effectivement qu'on arrive à être présent sur ces secteurs-là. Donc voilà. Voilà. Bon, et puis Philippe, le dépassement du modèle financier, du système financier actuel. Je ne suis pas trop inquiet. Aujourd'hui, 90% des monnaies sont scripturales. C'est-à-dire des dépôts bancaires, des cartes, etc. Et pourquoi ? Tout simplement parce que tous ces dépôts sont garantis par une autorité centrale qui est la Banque centrale, en prêteur de dernier ressort et de liquidité. Le modèle ne va pas évoluer tant que ça. Par contre, ce qui est très intéressant pour moi dans la blockchain, c'est d'organiser mieux les communautés. Et quand vous lisez Sapiens, pour ceux qui ont lu le livre, vous voyez bien que l'histoire de l'humanité, c'est juste une histoire de coopération. Ça ne peut pas être une histoire d'individualisme. Voilà. Alors ça c'est une belle conclusion. Valérie. Juste très rapidement. Très rapidement. Oui, voilà. Je crois qu'au vu des échanges que nous avons eus ce matin, la blockchain est ce qu'on peut qualifier d'innovation fondamentale. Donc même si son adoption semble aller de soi, cela prendra du temps, comme pour toute innovation majeure. Mais il convient, je crois, de s'y préparer dès à présent, notamment au niveau des entreprises. Bon, nous, on s'y prépare tous. Merci à vous et bonne journée.